Bonjour à tous, je me présente Jean Charbonneau, étudiant en toxicomanie. Ma présentation aujourd'hui est dans le cadre du cours TXM 110, aspects socioculturels et utilisation de psychotropes. Définition de la problématique. Mon sujet aujourd'hui portera sur les abus des médicaments en vente libre ou MVL. Bien que peu documentés, les premiers cas d'abus reportés remontent à plus d'une cinquantaine d'années. Les médicaments en vente libre disponibles sans ordonnance sont considérés par les professionnels de la santé et la population en général comme des produits sans danger, comportant peu d'effets indésirables. Toutefois, certains d'entre eux possèdent des propriétés psychotropes et peuvent être utilisés dans un contexte récréatif par une minorité d'individus. Afin de mieux comprendre, il faut savoir qu'au Québec, le règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments comprend 5 annexes qui ont pour but de baliser la vente de médicaments par le pharmacien. 3 de ces annexes portent sur les médicaments destinés aux humains. L'annexe 1 regroupe des médicaments vendus sur ordonnance émis par un médecin. L'annexe 2 regroupe des médicaments vendus sans ordonnance mais sous contrôle pharmaceutique, c'est-à-dire médicaments gardés derrière le comptoir et que le patient doit demander au pharmacien, lequel doit créer un dossier pharmacologique et prodiguer des conseils. Et finalement, l'annexe qui nous préoccupe le plus est l'annexe 3. Elle regroupe les médicaments vendus sans ordonnance, c'est-à-dire médicaments en vente libre dans l'espace commercial de la pharmacie. Le patient peut en acheter librement. Il existe 3 classes de médicaments dans l'annexe 3 qui sont plus susceptibles que d'autres d'être une source d'abus due à leur facilité d'accès, le faible coût et le peu de contrôle exercé sur la vente de ces produits, ce qui contribue à leur mauvaise utilisation. Dans ces 3 classes, on retrouve les antitutifs. On les retrouve principalement dans les sirops contre la toux. Vient ensuite les antihistaminiques. On les utilise surtout pour contrer les allergies. Et finalement, les décongestionnants. Voyons-les plus en détail. Parmi les plus populaires, citons le dextromethorphan ou DM, probablement le plus connu d'entre eux et c'est celui où je m'attarderai le plus. Il est généralement utilisé pour soulager les signes et symptômes de la toux. Depuis sa commercialisation entre les années 60 et 70, l'usage récréatif du dextromethorphan devient de plus en plus populaire. En réponse à ce phénomène, les compagnies pharmaceutiques ont modifié la formulation du sirop afin de créer un goût désagréable, décourageant son usage récréatif. Cependant, l'usage récréatif du DM a augmenté dans les années 90 avec l'apparition du médicament sous forme de gélule que l'on retrouve dans les sirops pour la toux. Il est aussi détourné pour son usage médical pour ses effets psychotropes à forte dose et est alors couramment dénommé DXM. La surconsommation volontaire de DXM a pour but de créer un état d'intoxication. Il implique généralement des doses de 5 à 10 fois supérieures aux doses recommandées pour le traitement de la toux. Une dose maximale de 120 mg est habituellement recommandée. Les individus qui abusent du DXM ingurgitent fréquemment des doses de l'ordre de 200 à 400 mg pour obtenir les effets recherchés. Une tolérance à ces effets psychotropes se développe rapidement et les utilisateurs peuvent augmenter les doses jusqu'à 1000 mg. Fait important, des doses supérieures à 2500 mg sont potentiellement létales. Selon M. Rouillard, professeur titulaire de la faculté de médecine de l'Université de Laval, il y aurait 4 plateaux d'effets selon la quantité de DXM consommée. Entre 100 et 200 mg, nous éprouvons une sensation d'ivresse, perturbation des sensations comparables à la consommation de cannabis. Entre 200 et 400 mg, la personne a des hallucinations lorsqu'elle a les yeux fermés ainsi que l'apparition de choses anormales. Entre 300 et 600 mg, la personne a des hallucinations les yeux ouverts, elle a la sensation de renaître ou de revoir des périodes de sa vie. Et finalement, entre 600 et 1500 mg, les effets sont semblables à ceux de la kétamine ou au PCP. Le sujet a l'impression de perdre le contact avec son corps et a la sensation que son esprit le quitte. Rappelons-nous que des doses supérieures à 2500 mg peuvent être fatales. Vient ensuite la chlorphényramine. La chlorphényramine est un antihistaminique. Habituellement, on l'utilise pour traiter les allergies, mais aussi pour son effet sédatif. Les doses nécessaires pour procurer une euphorie sont généralement de l'ordre de 400 à 800 mg.
Une tolérance aux effets psychotropes des antihistaminiques se développe avec l'usage régulier et on a rapporté l'utilisation de doses allant jusqu'à 5000 mg par jour. Et finalement, on retrouve la pseudoéphédrine. La pseudoéphédrine appartient au groupe des médicaments appelés décongestionnants. On l'utilise pour obtenir un soulagement temporaire des symptômes de congestion nasale. La pseudoéphédrine, tout comme l'éphédrine, a des effets psychotropes similaires aux amphétamines, mais ceux-ci sont moins importants à dose légale. Les effets de la pseudoéphédrine se font sentir environ 1 à 3 heures après l'ingestion orale. La dose maximale recommandée chez les plus de 12 ans est de 200 mg par jour, en dose divisée. La dose toxique équivaut de 4 à 5 fois la dose thérapeutique. La pseudoéphédrine est souvent consommée dans le but d'augmenter les performances physiques et mentales, ainsi que pour perdre du poids. Mais qui sont les consommateurs? Les enfants et les adolescents comptent pour la majorité des consommateurs de ce type de médicaments dans un but récréatif. Le DXM est consommé dans des situations sociales telles que des parties et des soirées organisées. Très peu de données concernant la prévalence de l'utilisation abusive du DXM ont été publiées. Par contre, une enquête menée auprès de 315 élèves américains a révélé que les préparations contenant du dextrométhorphane étaient les médicaments en vente libre les plus souvent utilisés dans un contexte d'abus. Le DXM constitue fréquemment l'une des premières substances expérimentées par les jeunes consommateurs. Il est aussi souvent utilisé à titre de substitut à d'autres substances plus difficiles à se procurer et est considéré peu nocif par les utilisateurs. On constate également le plus souvent l'abus de DXM chez les individus ayant des antécédents de polytoxicomanie. Les consommateurs d'héroïne et d'autres drogues utilisent quelquefois le DXM ou des antihistaminiques pour potentialiser les effets et réduire les risques de dépendance à ces substances. Ces mêmes médicaments peuvent aussi être utilisés afin de réduire les symptômes de sevrage à certaines drogues comme les opiacés et l'alcool. Les jeunes sportifs semblent toutefois être des groupes où l'on retrouve beaucoup d'utilisateurs. Une enquête menée auprès des joueurs de hockey des collèges américains a révélé que 17,4% d'entre eux disaient avoir consommé de la pseudoéphédrine dans les 30 jours précédant l'enquête dans le but d'améliorer leur performance sportive. Le Partnership for a Drug-Free America estime qu'un adolescent sur 11 a abusé de médicaments contre la toux ou d'autres médicaments en vente libre. Et, selon Santé Canada, en 2018-2019, la prévalence de la consommation du DXM pour ses effets psychotropes au cours des 12 derniers mois chez les élèves de la 7e à la 12e année est passée à 6% par rapport à 5% l'année précédente. Des cas anecdotiques d'abus ont été rapportés dès le début des années 60 et une tendance à la hausse de la consommation récréative de DXM est observée depuis quelques années. Voici quelques témoignages. À Lévis, 3 adolescentes, toutes 3 âgées de 15 ans, ont été transportées à l'hôpital après avoir ingurgité du DXM. Un étudiant de l'Arkansas est décédé d'une surdose de DXM. Un homme de la Californie a péri en mélangeant le DXM et l'alcool. Cocktail explosif pour nos ados. Le Purple Drink est une nouvelle drogue que les ados, parfois même dès l'âge de 12 ans, préparent eux-mêmes en mélangeant du sirop contre la toux à base de codéine, d'antihistaminique ou de dextrométhorphane avec des comprimés de codéine et de soda. Le nom vient de la première recette qui utilisait un sirop contre la toux violet. Une des molécules contenues dans certains sirops, la codéine, a un effet relaxant et peut provoquer des hallucinations à forte dose. Ces médicaments sont en général vendus sans ordonnance, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sans risque. En dépassant certains seuils, le risque peut devenir mortel. Même sans aller jusque-là, les consommateurs risquent une intoxication. Ce phénomène prend tellement d'ampleur que l'Agence nationale de sécurité du médicament ou des produits de santé a publié un bulletin adressé aux professionnels de santé susceptibles de rencontrer des ados. Quand le DXM est pris avec d'autres drogues, même avec des médicaments en vente libre comme l'acétaminophène, la combinaison peut avoir des conséquences graves, comme des dommages au foie, une crise cardiaque, un AVC ou la mort. Voici quelques effets à court terme qui pourraient être ressentis par l'individu. Bouffée de chaleur, crise de panique, épilepsie, sudation, étourdissement, jugement affaibli, hyperactivité,
troubles d'élocution, sensation de flottement, accélération du rythme cardiaque, paranoïa et enfin des hallucinations. Ici, on trouve les effets à long terme possibles. Dépendance, nervosité, insomnie, hypertension artérielle, coma et même la mort. Étant donné cette réalité et conformément à ses activités de représentation visant à réduire les préjudices associés à l'utilisation des opioïdes, l'AMC favorise l'interdiction de vente libre des produits contenant de la codéine, car il s'agit d'un enjeu qui intéresse à la fois la santé publique et la sécurité des patients. Un mémoire a également été présenté à Santé Canada en 2017 par l'AMC dans le cadre de sa consultation sur les éventuels risques pour exiger que tous les produits contenant de la codéine soient vendus uniquement sur ordonnance. Un guide d'information destiné aux parents a été élaboré par les étudiants de la Faculté de la pharmacie de l'Université de Montréal en collaboration avec Jeunesse sans drogue afin d'informer les parents sur les méfaits du DXM. Je vous ai partagé le lien dans la diapositive. Les choses tendent à vouloir changer, mais le processus est long. Selon un extrait recensé sur YouTube, déjà en 2012, la présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec, Diane Lamar, était déjà au courant de la problématique envers le DXM et rappelait l'importance d'informer les pharmaciens sur la consommation et la vente du produit. Le manque de données épidémiologiques sur la consommation récréative de MVL au Québec et au Canada est criant. L'absence de statistiques sur l'utilisation non médicale de ces médicaments découle probablement du fait que ce phénomène n'est pas bien connu. À mon avis, les autorités gouvernementales auraient avantage à être sensibilisées aux conséquences du mésusage des médicaments en vente libre. Les grandes enquêtes sur les différentes formes de toxicomanie devraient inclure des questions précises sur l'utilisation abusive de celles-ci. Pour ma part, les médicaments susceptibles d'être utilisés de façon abusive devraient faire l'objet d'une attention particulière de la part du pharmacien, par exemple, être conservés près ou derrière le comptoir si celui-ci juge que certains de ces médicaments sont achetés par des adolescents pour un usage non médical. Comme parent, vous pourriez mettre vos enfants en garde contre les dangers de la surconsommation de médicaments en vente libre. Certains adolescents croient que ces médicaments sont plus sécuritaires parce qu'ils sont légaux. En terminant, je crois que ce problème devrait être pris plus au sérieux par nos institutions gouvernementales et mettre en place des stratégies afin d'éduquer nos jeunes face à ce danger potentiel. En attendant, gardons l'œil ouvert et soyons vigilants. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de session.